St. Mary Mead, le mercredi du Salon des Fleurs, commença par de petits détails familiers. La rosée sur les capucines, le sac à tricot de Miss Marple au bras, Audrey Bellamy épinglant les étiquettes de prix sur les petits bouquets au stand de la gare. Puis le train de 10h17 en provenance de Paddington arriva avec 3 minutes de retard, et Porter Briggs, se levant pour ouvrir la porte du compartiment de première classe, poussa un cri si choqué et si enfantin que tous les regards se tournèrent sur le quai. Cette petite gare de quartier n'avait jamais été conçue pour le drame. Ses briques rouges étaient noircies par la suie comme le manteau noir d'un vieux recteur. Les jardinières, peintes en vert municipal, étaient toujours un peu ébréchées, et les avis concernant les bagages, les chiens et les colis abandonnés y étaient affichés depuis si longtemps qu'ils avaient l'autorité des écritures. Par un matin d'été, on n'y trouvait généralement rien de plus inquiétant qu'un panier d'œufs, un vicaire avec un parapluie dont il n'avait pas besoin, et 2 dames qui disaient ne s'attendre à rencontrer personne. Elle abritait désormais la mort. Miss Marple, qui se tenait un peu à l'écart avec Madame Bantry et la sœur du vicaire, Mademoiselle Murgatroyd, vit le visage du portier pâlir sous ses taches de rousseur. Elle l'entendit dire, d'une voix devenue inexpressive sous l'effet de la peur, « Monsieur Lionel, mon Dieu, monsieur ». Et elle se déplaça alors plus vite que quiconque n'aurait cru possible chez une personne aussi âgée et fragile. Derrière elle, Madame Bantry s'exclama « Qu'est-ce que c'est ? Ah, le pauvre homme a-t-il fait une crise ?» Mais la question fut étouffée par un murmure croissant, tandis que d'autres personnes s'avançaient, puis s'arrêtaient, obéissant à un instinct mi-curieux, mi-effrayé. Le compartiment exhalait une légère odeur de cuir chaud, de poussière et de fleurs. Sir Lionel Davenant était assis dans le coin le plus proche de la fenêtre, la tête argentée penchée sur le côté, dans une position si déformée qu'elle en paraissait naturelle. Une main reposait ouverte sur le siège, l'autre s'était refermée convulsivement sur un bouquet de fleurs mauves et blanches qui s'était éparpillé sur ses genoux, glissant en partie jusqu'au sol. Le petit bouquet, poids de senteur, giroflées blanches, un brin de fougère, le tout lié par un ruban vert foncé, contrastait de façon absurde avec le gris rigide de sa main inerte. Audrey Bellamy, quittant son box avec l'instinct de quelqu'un habitué aux accidents et aux évanouissements, posa la main sur la paroi du compartiment. « Reculez, s'il vous plaît. » Son visage sombre, d'ordinaire d'un calme imperturbable, s'était transformé. Elle paraissait plus jeune et effrayée. « Appelez le docteur Kerr. Monsieur Briggs, ne laissez pas tout le monde s'entasser. »« Il est trop tard pour un médecin, je le crains, » dit le colonel Melchett, qui était descendu du même train depuis Mush Benham et qui, d'un air grave et manifestement troublé, scrutait la pièce. « Personne ne touche à rien. Personne d'autre que moi ne l'a déjà fait, » dit Porter Briggs d'un air misérable, fixant sa propre main comme si elle l'avait trahi. L'inspecteur Slack n'était pas là, étant à ce moment-là, comme le village s'en souvint plus tard avec une certaine satisfaction, en train de prendre un copieux petit déjeuner de rognons à Market Basing. Mais on fit venir un policier de la ruelle voisine. Quelqu'un accourut, et tout le monde se mit à parler à voix basse, ce qui eut pour effet de rendre toute l'affaire plus publique, et non moins. Julian Davenant sortit alors du guichet, chapeau bas, grand, le visage hâlé et l'insouciance charmante, qui lui valait l'appellation de « mon cher garçon », de la part des dames âgées après seulement 10 minutes. Il riait encore de quelque chose avec sa cousine Claire Davenant, et ce rire persistait lorsqu'il aperçut le compartiment. Il disparut si complètement qu'on remarqua son absence comme celle d'une lampe qui s'éteint. « Mon oncle » dit-il. Il fit un pas en avant, mais le colonel Melchett tendit le bras. Mieux vaut éviter, Julian. Un bref instant, Julian sembla vouloir repousser le bras. Puis il aperçut le visage de Sir Lionel et s'immobilisa. Son propre visage se transforma étrangement, non pas en chagrin à proprement parler, ni en horreur, mais en l'attention fixe et incrédule d'un homme qui vient d'entendre quelque chose qu'il ne parvient pas à saisir immédiatement. Claire Davenant s'avança plus lentement. C'était une jeune femme blonde, élégante, d'une 30aine d'années, d'une sévérité presque irréelle, telle une statue d'ivoire et d'argent. Ses gants, remarqua Miss Marple d'un air détaché, étaient en gris lavande. Son visage était pincé, une expression qu'elle n'avait pas le dimanche précédent à l'église. « Oh !» dit Claire, rien de plus. Mais elle appuya une main gantée contre le bord de la poussette jusqu'à ce que l'enfant blanchisse ses jointures. Un peu en retrait, le docteur Stephen Kerr arriva d'un pas rapide, sa sacoche médicale à la main, ses cheveux blonds ébouriffés par le vent, le visage grave et serein. Il avait ce genre de visage que l'on retrouve souvent chez les médecins de village. Compétent, en bonne santé, un peu marqué par les soucis des autres, et si habituellement attentif qu'on ne lui prêtait, au premier abord, aucune vie privée. Il monta la marche, se pencha, toucha légèrement Sir Lionel, puis leva les yeux. « Oui, » dit-il doucement. « Il est mort depuis peu de temps. » Madame Bantry laissa échapper un son ressemblant à un petit halètement dissimulé dans un soupir.
Comment ? Demanda le colonel Melchett. Le docteur Kerr jeta un coup d'œil au bouquet froissé, au col du défunt, à la position du corps. Sa main se déplaça avec une précision professionnelle, rien de plus. Je préfère ne rien dire avant de l'avoir examiné correctement. Il marqua une pause. Quelque chose à la gorge. C'est peut-être naturel, ou peut-être pas. Cela suffisait. On sentait le quai se contracter et se durcir. La petite gare ordinaire, avec ses géraniums et ses chariots à bagages, était devenue une scène où chaque visage pouvait avoir son importance. Les yeux de Miss Marple, clairs et pâles, sous le bord absurdement innocent de son chapeau, passèrent d'une personne à l'autre. Audrey Bellamy s'était immobilisée, la main posée sur le bord de son panier de fleurs. Juliane Davenant, après un pas en arrière involontaire, fixait non pas son oncle, mais le bouquet dans la main du défunt. Le regard de Claire avait suivi le sien. Le docteur Kerr s'était redressé et fermait son sac avec une grande précision. Quant à Miss Béatrice Mowbray, qui venait de franchir le portail depuis la route du village, elle s'arrêta si brusquement que le ruban à son cou flotta. Mademoiselle Mowbray était une petite femme au nez pointu, aux épaules fines comme celles d'un oiseau, et qui avait la fâcheuse habitude de sourire avant de parler, comme si la conversation était une chose pour laquelle on s'excusait d'avance. Elle avait été dame de compagnie de Lady Davenant des années auparavant, et conservait encore, aux yeux du village, un lien particulier, quoique difficile à définir, avec la famille. Apercevant la calèche, elle porta aussitôt une main à sa poitrine. « Mon Dieu, dit-elle. Ah, mon Dieu !» Personne ne répondit. Porter Briggs se mit à pleurer en silence, non de chagrin, mais de stupeur. Quelque part derrière le mur de la gare passa une charrette, ses jantes de fer crissant sur la craie. L'odeur du giroflier, douce et presque entêtante, s'éleva au soleil. Le colonel Melchett s'éclaircit la gorge. Tant que l'inspecteur Slack n'est pas arrivé, personne ne quitte les lieux. Je suis désolé, mesdames, mais nous devons toutes rester disponibles. Audrey Bellamy a déclaré avec un calme qui la mettait en valeur. Il y a une salle d'attente si quelqu'un a besoin d'eau. Personne n'a besoin de rien, dit soudain Juliane. Il avait parlé trop sèchement. Claire se tourna aussitôt vers lui. Juliane. Il passa une main sur son visage. Pardon, mon Dieu, c'est de la folie. Miss Marple contempla de nouveau le petit bouquet. Pois de senteur mauve, giroflées blanches, ruban vert foncé, les tiges enveloppées non pas dans du papier de fleuriste, mais dans un morceau de papier imprimé plié et ramolli par l'humidité. Il avait jadis porté, pensa-t-elle, de petites colonnes de chiffres ou de noms. Un calendrier, peut-être. L'inspecteur Slack arriva alors, auréolé d'autorité, et le village, qui s'était réveillé ce matin-là pour parler de chrysanthèmes et de gâteaux éponges, se retrouva à discuter de meurtre avant 11 heures. À l'heure du déjeuner, St. Mary Mead avait organisé la catastrophe en versions concurrentes, chacune plus positive que la précédente et toute dénuée de fondements factuels. Le village avait le don de broder à la hâte. Un meurtre, comme des fiançailles inattendues ou un lapsus du curé, se propageait par-delà les haies et les tables de thé avec une intimité qui abolissait toute notion de distance. Au Blue Boar, on disait que Sir Lionel avait été empoisonné par les bolcheviks à Londres. Au presbytère, on suggérait avec une réserve pieuse que l'argent était forcément à l'origine de tout. Dans le salon de Madame Price Ridley, où les rideaux étaient toujours à demi tirés pour se protéger de la lumière crue du soleil, on affirmait avec certitude que ces jeunes filles modernes menèrent invariablement à la ruine et que quelqu'un avait sans doute compromis quelqu'un d'autre. À 3 heures, Miss Marple était assise parmi les coupes de l'exposition florale dans le jardin du presbytère, en train de tricoter une bande de laine rose pâle impossible à réaliser, tandis que les conversations lui échappaient, comme l'eau sur les pierres. Madame Bantry était là, débordante d'énergie et d'exaspération. Mademoiselle Murgatroyd s'affairait avec des sandwichs. La femme du vicaire avait renoncé à faire comme si la fête pouvait se dérouler comme prévu et avait plutôt disposé des chaises sous le cèdre, où l'on pouvait parler à voix basse et avoir l'air profondément affligé sans rien manquer. Près de l'Arche de Rose, mademoiselle Béatrice Mowbray était assise, papillonnant et sirotant du thé sans le boire. Audrey Bellamy, toujours vêtue de la robe bleu foncé du réfectoire de la gare, avait été réquisitionnée pour aider avec les urnes et les tasses. Elle se déplaçait silencieusement, mais son visage n'avait pas retrouvé ses couleurs. Claire Davenant arriva en retard et se tenait un peu à l'écart. C'était, son chapeau intact malgré la chaleur, une main posée sur le dossier d'une chaise comme si elle comptait partir aussitôt. Juliane ne se montra pas. « Ce garçon a toujours été turbulent », dit Madame Price Ridley d'un ton distinct, sans s'adresser à personne en particulier. Pas méchant peut-être, mais impulsif. Et Sir Lionel avait, si j'ai bien compris, des objections tout à fait justifiées. « Des objections à quoi ?» demanda Madame Bantry. Madame Price Ridley baissa la voix jusqu'à un murmure impatient, audible à 6 mètres de distance. « À ses attentions, à cette belle amie. »
Audrey, portant une assiette de petits gâteaux, ne sursauta pas visiblement, mais on entendit le cliquetis de la porcelaine. Madame Bantry devint rose. « Vraiment, Louisa ?» Madame Price Ridley haussa les sourcils. « Ma chère Dolly, quand on tient un salon de thé dans une gare, il faut s'attendre à ce qu'on parle de soi. » Audrey posa l'assiette. « Quand on vit à St. Mary Mead, il faut s'y attendre, quoi qu'on fasse. » Il y eut un bref silence. Puis, de sa voix la plus douce, Miss Marple dit « Tout à fait, ma chère. Je me souviens de l'époque où la pauvre Edith Cardwell avait simplement changé de boucher et où tout le monde avait cru qu'elle s'était enfuie avec un voyageur de commerce. Les gens ont parfois des idées bien étranges. » Un léger rire s'ensuivit, et l'instant passa, mais pas tout à fait. Madame Bantry, reconnaissante, se tourna vers Audrey. « Vous avez vendu les fleurs, n'est-ce pas, ce petit bouquet ?»« Oui. »« À Sir Lionel ?»« Non, pas directement. » Les mains d'Audrey étaient désormais assurées. Elle plia une serviette à plusieurs reprises. « Elles ont été préparées ce matin avec les autres. 3 de ce genre. Les voyageurs aiment avoir quelque chose de léger à transporter. Monsieur Briggs les appelle des bouquets de chemin de fer, un nom désuet. » Mademoiselle Mowbray fit un léger mouvement. Mademoiselle Marple, qui observait son tricot, le remarqua. « Qui les a achetés ?» demanda la femme du vicaire. L'une a été achetée par la sœur du vicaire pour les fleurs de l'église, une autre par une dame de Much Benham dont j'ignore le nom, et une autre... Audrey hésita. « Oui, » répondit Madame Price Ridley. « L'un des vols a eu lieu peu avant l'arrivée du train pour Londres. Je n'ai pas vu qui l'a pris. J'étais entré pour faire de la monnaie. » Madame Price Ridley laissa échapper un cri de triomphe, comme si l'ambiguïté elle-même avait incriminé quelqu'un. Claire Davenant déclara d'un ton glacial. « L'inspecteur Slack a déjà posé la question à mademoiselle Bellamy. »« Ma chère Claire, je voulais seulement dire... »« Vous vouliez dire exactement ce que tout le monde veut dire, » rétorqua Claire. « Julian a parlé à Audrey sur le quai. Par conséquent, Julian a dû acheter les fleurs, les donner à mon oncle, le tuer, et peut-être même falsifier l'horaire. C'est vraiment trop pratique. »« Claire, » dit faiblement mademoiselle Mowbray, « vous ne devez pas... » Mais madame Bantry, qui adorait les querelles, se pencha en avant. « Julian s'est-il disputé avec Sir Lionel ?» Claire regarda droit devant elle. Ils se disputaient souvent. « À propos d'argent, » demanda madame Price Ridley. « À peu près tout. Chez une personne moins perspicace, cela aurait pu passer pour de l'exaspération. Mais venant de Claire, cela sonnait comme un jugement porté sur toute une famille. Miss Marple l'observait. Claire se tenait trop droite. Elle était immobile, comme crispée contre la douleur. « Et mademoiselle Bellamy ?» demanda la femme du vicaire, avec une politesse excessive. « J'espère que vous nous pardonnerez. Y avait-il un accord avec Julian ?» Audrey croisa son regard. Il y avait de l'affection. Quant à savoir si cela aurait pu aller plus loin, cela dépendait de Sir Lionel, et je crois qu'il le savait. « À cause de la différence de position ?» demanda doucement Miss Marple. Audrey sourit sans amusement. « On appelle ça comme ça, oui. » Madame Bantry marmonna. « Absurde. Sir Lionel n'était pas un baron médiéval. »« Non, » répondit Claire. « Il était moderne. C'est souvent bien pire. Encore cette petite pointe d'amertume. » Miss Marple pensa, pas seulement du chagrin, de la peur et du ressentiment, mêlés. Mademoiselle Mowbray posa sa tasse d'une main tremblante. Sir Lionel pouvait être difficile, bien sûr. Les hommes qui ont dirigé de grandes entreprises prennent l'habitude de parler comme si le monde entier était un comité. Mais il était généreux à bien des égards. Il soutenait l'exposition florale chaque année. « De très belles tasses, » dit madame Bantry d'un ton sec, en jetant un coup d'œil à l'argenterie posée sur le tréteau. Mademoiselle Mowbray rougit. « Je ne voulais pas... »« Non, » répondit Miss Marple en souriant. « Mais on s'accroche si souvent à l'argent quand on n'est pas sûr des cœurs. » Elle le dit comme s'il s'agissait d'une remarque sur le polissage. Pourtant, le petit visage pointu de Béatrice Mowbray se transforma, et elle regarda soudain Miss Marple avec un malaise fugace. La sœur du vicaire s'approcha alors pour demander s'il y avait des sandwichs. Un enfant traversa la pelouse en courant et fut rappelé. On entendit le vicaire dire à quelqu'un près du portail que non, les cloches de l'église ne sonneraient pas dans de telles circonstances. Mais le flot de conversation reprit presque aussitôt, comme c'est souvent le cas. Le docteur Kerr arriva peu après, en provenance du cabinet du médecin légiste de Market Basing. Il paraissait fatigué. Madame Bantry se jeta sur lui. « Eh bien, qu'est-ce que c'est ?» Il jeta un coup d'œil à Audrey, à Claire, à mademoiselle Mowbray. « L'inspecteur Slack fera une déclaration quand il le jugera opportun. Je peux seulement dire que Sir Lionel n'est pas mort de cause naturelle. » Personne ne parla pendant une seconde. « Alors c'était un meurtre, » dit madame Price Ridley, avec une jouissance déguisée en horreur. « Oui. » Audrey posa une main à plat sur la table à thé. « Comment ?» Le docteur Kerr hésita. « Une blessure. Petite, mais suffisante. » Claire ferma les yeux une fois, puis les rouvrit. « Un couteau peut-être » demanda madame Bantry. « Il semblerait que oui.
Un couteau à fleurs, dit mademoiselle Mowbray soudainement. Sa voix était assez basse. Il en manquait un sur la table d'exposition dans le hall de la gare. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle cligna des yeux. Je m'en suis souvenu. Nous avions préparé les compositions pour le concours d'art floral amateur, un petit couteau à fleurs en argent avec du nacre dans le manche. Il appartenait à feu Lady Bindon. J'ai remarqué que la vitrine était vide après tout ça. L'inspecteur Slack choisit ce moment précis pour traverser l'allée de roses, ce qui donna à plusieurs personnes l'impression par la suite qu'il était apparu comme par magie en réponse à l'indice. Il ôta son chapeau, s'essuya le front et déclara d'un ton grave « Nul ne doit parler de cette affaire en dehors du village. » Madame Bantry murmura « Alors nous sommes tous prisonniers avec Louisa Ridley, ce qui était méchant, mais pas, selon Miss Marple, immérité. » Le regard de Slack parcourut le groupe. « Je souhaiterais m'entretenir à nouveau avec Monsieur Julian Davenant, Mademoiselle Claire Davenant, Mademoiselle Bellamy, Mademoiselle Mowbray et le docteur Kerr, ainsi qu'avec toute personne ayant aperçu Sir Lionel après l'arrivée du train en provenance de Londres. Je l'ai vu se diriger vers l'ancienne salle d'attente de première classe, a déclaré Claire. Royne, il tenait les fleurs à la main. Seul? Oui. Attendait-il quelqu'un? Claire marqua une légère pause. Probablement, mon oncle l'était généralement. Slack semblait insatisfait. Et Monsieur Julian? Je ne l'ai pas revu depuis la gare. Les aiguilles de Miss Marple cliquetèrent doucement. Une brise agitait les pétales des roses au-dessus de nos têtes. Et sous le brouhaha du village, la vieille expression persistait comme un parfum, bouquet de chemin de fer. La première piste évidente de l'inspecteur Slack était Julian Davenant, et le village, friand de pistes évidentes, approuva. Julian avait de nombreux mobiles, ou du moins ceux qui en tenaient lieu. Il vivait à Davenant Hall au crochet de son oncle. Il avait perdu plus qu'il n'était prudent à Londres. Son affection pour Audrey Bellamy n'était un secret pour personne, sauf pour ceux qui la désapprouvèrent le plus bruyamment. Et au moins 3 personnes avaient entendu des voix s'élever entre l'oncle et le neveu, près de la salle d'attente de la gare moins de 20 minutes avant la découverte du corps. De plus, comme Slack l'a souligné à plusieurs reprises, Julian avait menti. L'interrogatoire eut lieu ce soir-là dans le salon de Sir Lionel, à Davenant Hall, un bel appartement aux murs verts, orné de gravures ferroviaires miniatures et meublé avec un goût exquis, signe d'une famille suffisamment aisée pour y avoir inculqué le bon goût. Miss Marple n'était pas présente, mais les événements furent relatés plus tard avec une telle précision par Madame Bantry, qui les tenait du colonel Melchett, qu'il était aisé d'imaginer la scène. Et plus tard encore, Julian lui-même en raconta suffisamment pour combler les silences. Slack était assis bien droit derrière le bureau. Le colonel Melchett se tenait près de la cheminée. Julian s'appuya d'abord contre la fenêtre, mais on sentait une tension dans la façon dont il tenait sa cigarette entre ses doigts. « Eh bien, monsieur Davenant, dit Slack avec une patience feinte, soyons clairs cette fois. Vous avez parlé à votre oncle sur le quai lorsque le train de 10h17 est arrivé? Oui. Et alors? Mes affaires privées. Cela signifie de l'argent, j'ose le dire. Cela signifie, a déclaré Julian, que je préfère ne pas en discuter devant un public. Le colonel Melchett frappa la cheminée du bout des doigts. C'est une enquête pour meurtre, mon garçon. Laisse tomber tes manières. Julian laissa échapper un petit rire. Tu les traites toujours de prétentieux quand quelqu'un s'offusque d'être traité comme un voleur d'écurie. Slack a demandé « Sir Lionel s'est-il opposé à votre mariage avec mademoiselle Bellamy ?»« Oui, violemment. Il avait le don de manier la violence avec un vocabulaire civilisé. Vous vous êtes disputé ? Oui. L'avez-vous ensuite suivi jusqu'à la salle d'attente ? Julian laissa tomber les cendres dans un plateau. Oui. Slack se pencha en avant. Enfin. Et que s'est-il passé là-bas ? Comme vous pouvez l'imaginer. Il m'a traité d'imbécile, de bon à rien et de honteux. Je lui ai répondu qu'il ne pouvait pas organiser ma vie comme un emploi du temps. Il a rétorqué que tant que je vivrais à ses crochets, il ferait exactement ce qu'il voulait. Le colonel Melchett a déclaré sèchement « Tenez-vous-en aux faits. » Julian se retourna vers lui. « Ce sont des faits. Mon oncle ne parlait jamais en grognant. » Slack a demandé « Combien de temps avez-vous attendu dans la salle d'attente ? 10 minutes, peut-être moins. Et Sir Lionel était vivant quand vous êtes parti ? Bien sûr qu'il était vivant quand je suis parti. Quelqu'un vous a-t-il vu partir ? Je ne sais pas. Je n'ai pas dressé de contravention. C'est chouette, dit Slack. Très chouette. Qu'est-il advenu des fleurs ? Les yeux de Julian ont brièvement cligné. Quelles fleurs ? Les roses jaunes que mademoiselle Bellamy dit vous avoir offertes ce matin-là. Julian resta silencieux. Le colonel Melchett dit « Viens, mon garçon. » Julian écrasa sa cigarette. Audrey m'a tendu un bouquet de roses jaunes. Elle a dit que si l'on devait être en désaccord avec mon oncle, et autant l'être gentiment. J'ai trouvé ça absurde. Je les ai prises. Il s'est moqué de moi. Il a ri.
Oui, il a dit que si je comptais l'émouvoir par un envoi de fleurs, je m'étais trompé de vieux tyran. Puis il a demandé si Audrey les avait payés avec la caisse du bar. Le visage de Julian se crispa. J'ai failli le frapper. Slack a bondi. Ah, je ne l'ai pas fait. Mais vous admettez avoir été furieux. Oui. Et après cela, j'ai laissé les roses sur la table et je suis sorti. Directement à la maison? Non. Où? Julian hésita. La voix de Slack se fit plus incisive. Voilà. Lors du précédent entretien, vous avez déclaré avoir traversé les buissons pour vous rendre dans le hall. C'était faux. Oui. Où êtes-vous allé? Julian fixa le tapis. Vers le chemin de derrière, près des jardins familiaux. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être vu. Faire quoi? Penser. Slack sourit d'un air désagréable. Vous vous attendez à ce que nous croyions que vous vous êtes retiré pour réfléchir après une violente dispute avec l'homme assassiné? Julian leva alors les yeux, et il y avait dans son visage quelque chose que même Slack ne put minimiser. J'y suis allé parce que je m'étais tellement ridiculisé que je ne pouvais pas supporter qu'Audrey me voie. Personne ne parla. Slack feuilleta des papiers. Un témoin, Madame Sims, vous a revu près de la gare à 12h30. Elle a peut-être vu quelqu'un d'autre? Elle dit qu'elle vous connaît très bien. Je n'étais pas du tout allé près de la gare à 12h30. C'est ce que vous dites? Julian esquissa un sourire bref et amer. Tout semble être ainsi, à mon avis. Slack changea de sujet. Votre oncle avait-il l'intention de modifier son testament? J'imagine qu'il le modifiait à chaque fois que l'un de nous éternuait. Vous a-t-il dit qu'il l'avait fait? Il m'a dit beaucoup de choses. Il prenait plaisir à menacer l'avenir. Le colonel Melchett a déclaré avec dégoût. Cela ressemble fort à un mobile. Julian se tourna vers la fenêtre. Le crépuscule d'été enveloppait les pelouses. Après un moment, sans se retourner, il dit « Dans cette maison, tout semble indiquer un mobile. » Le lendemain matin, lorsque Miss Marple l'aperçut, il marchait dans le chemin en contrebas de sa chaumière, l'air d'un homme qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit et qui semblait avoir conclu un pacte avec l'insomnie. Elle l'appela par-dessus la haie, et comme il l'avait toujours appréciée, fun et que le désespoir pousse les jeunes vers les personnes âgées lorsqu'elles sont assez douces, il entra par le portail. « Mon cher garçon, dit-elle, tu es très bien apprêté. Veux-tu prendre un café ?» Il accepta et s'assit maladroitement dans le petit salon orné de chintz et de photographies, donnant l'impression générale de ne pas pouvoir accueillir les émotions fortes. Pourtant, Miss Marple avait souvent constaté que de telles pièces étaient les réceptacles les plus propices à ses sentiments. « Ils pensent que je l'ai tué, dit-il brusquement. « Oui. » Il laissa échapper un petit rire. « Tu ne perds pas de temps. Il est plus gentil de ne pas le faire. Les gens ont souvent plus peur de la politesse que de la franchise. » Il fixa sa tasse. « J'ai menti. Oui. Je me suis dit que si je leur disais où j'étais vraiment allé, ça entraînerait Audrey dans cette histoire. » Miss Marple n'a rien dit. Il leva les yeux. « Je suis finalement allé voir Audrey. Pas tout de suite. J'ai d'abord marché. Puis je suis allé faire un tour à l'arrière de la salle de rafraîchissement. Je m'étais disputé avec mon oncle, et je crois que j'ai donné un coup de pied dans une caisse, ce qui n'a certainement pas arrangé les choses. Audrey m'a dit que je me comportais comme un écolier. Elle avait tout à fait raison. Puis quelqu'un l'a appelé, et je suis parti par le chemin de côté. Quelle heure? Environ 12h moins le quart. Ah, il la regarda. Tu ressembles à Slack. Non, non. L'inspecteur Slack dit « Ah », parce qu'il pense avoir piégé quelqu'un. Je le dis parce que les petits moments sont souvent importants. Il esquissa un léger sourire malgré lui. « Avez-vous acheté le bouquet mauve et blanc ?» demanda-t-elle. « Non. »« Vous êtes sûr ?»« Assez. » « Et votre oncle semblait-il avoir peur quand vous l'avez quitté ?» Julian fronça les sourcils. « Pas effrayé, irrité, préoccupé peut-être. Il jetait sans cesse un coup d'œil à l'horloge, comme s'il attendait quelqu'un et souhaitait que je sois parti avant son arrivée. Homme ou femme? Je ne saurais dire. » Miss Marple posa son tricot. « Vous savez, il y a des années, dans le village, un jeune homme, Harry Minton, qui était constamment endetté et amoureux de femmes peu recommandables. Tout le monde le croyait capable de tous les péchés, car il avait l'air d'un fauteur de troubles. Finalement, on découvrit qu'il avait seulement mis en gage l'argenterie de la moisson de l'église pour payer l'opération de sa mère, ce qui était très mal, bien sûr, mais n'avait rien à voir avec un meurtre. Julian a dit « Tu penses, Ross, que j'ai exactement l'air d'un fauteur de troubles? Mon cher garçon, tu ressembles à une gravure romantique qu'on aurait laissée sous la pluie. C'est vraiment dommage. » Il rit alors, pour de bon. Mais lorsqu'il fut parti, Miss Marple resta immobile. Ce qu'il lui avait dit ne l'avait pas innocenté. Cela rendait le schéma plus humain, ce qui n'est jamais tout à fait la même chose. Le deuxième jour, Miss Marple se retrouva, malgré elle, à suivre la piste qui menait à Julian Davenant, et parce qu'elle était honnête dans son esprit, elle l'admit. Il y avait trop d'éléments qui plaidaient en sa faveur,
Non seulement des dettes ou un caractère difficile, des facteurs assez courants et souvent trompeurs, mais aussi ce désespoir particulier qui naît lorsqu'un homme charmant commence à sentir son charme s'effriter. Miss Marple l'avait déjà observé dans les salons, les kermesses paroissiales et chez des neveux trop souvent pardonnés. Cela engendrait des mensonges mêlés de vanité, de panique et parfois de quelque chose de plus sombre. La police apprit que Sir Lionel s'était effectivement rendu à Londres ce matin-là pour consulter son avocat. Il avait également retiré une somme importante en espèces. L'argent avait disparu. Dans la salle d'attente, sous le banc, on découvrit une enveloppe déchirée portant les initiales de Julian en lettres noires épaisses, JD, du genre de celles qu'on utilise pour les courriers de club. Claire Davenant, interrogée, admit que son oncle avait menacé la semaine précédente de couper les vivres à Julian, à moins qu'il ne se comporte avec décence et bon sens, ce qui, dans le jargon de Sir Lionel, signifiait à peu près tout ce qui déplaisait. Il y avait plus. Après une longue résistance, Audrey Bellamy avoua que Julian avait parlé de quitter le village si Sir Lionel refusait de consentir au mariage. Il disait qu'il existait des endroits où un homme pouvait recommencer à zéro, confia-t-elle à Slack, les mains si serrées que ses jointures te la blanchissaient. Le Canada, la Rhodésie, n'importe où, hors de portée de son oncle. A-t-il précisé comment il comptait financer ce lancement ? Demanda Slack. Non. Vous a-t-il demandé de l'argent ? Elle releva brusquement la tête. Non. Sir Lionel vous a-t-il insulté ? Oui. Devant Julian ? Oui. Qu'a fait M. Davenant ? Il est resté immobile, a dit Audrey. C'était le pire. Quand Julian est vraiment en colère, il ne crie pas, il devient complètement immobile. Slack en était satisfait. Miss Marple a eu vent de cette interview par la femme du vicaire, qui la tenait d'Audrey elle-même, dans un de ces moments d'épuisement après une épreuve où l'on se confie à la première personne bienveillante venue, plus qu'on ne le souhaiterait. La vieille dame était troublée. Le calme de Julian, avait dit Audrey. Oui, on connaissait le genre. Un jeune homme peu habitué au renoncement. Un aîné dur et intelligent qui l'avait humilié publiquement. Un amour mêlé d'orgueil et l'argent à la racine. Un cocktail explosif. L'après-midi du deuxième jour, Miss Marple était présente lors de l'interrogatoire de Claire Davenant, non pas parce que la police l'avait invitée, mais parce que Claire, à sa grande surprise, l'avait fait venir. Claire les reçut dans le long salon du matin, les stores à demi baissés pour se protéger de la chaleur. L'inspecteur Slack prit place dans le fauteuil avec une certaine hauteur. Miss Marple s'assit sur une chaise droite près de la fenêtre. Claire resta debout jusqu'à ce que l'inspecteur lui demande, d'un ton presque agacé, de s'asseoir. « Vous comprenez, dit Slack, que j'exige une franchise totale. » Les lèvres de Claire se pincèrent. « Votre conception de la franchise semble consister à répondre non seulement à la question posée, mais aussi à toute insinuation vulgaire qui la sous-tend. Mademoiselle Davenant. Très bien, demandez. » Slack ouvrit son carnet. « Votre oncle désapprouvait le mariage de votre cousin avec mademoiselle Bellamy ? Oui. Désapprouvait-il tout autant votre propre mariage ? » Pour la première fois, Claire changea de couleur. « Il y a donc des fiançailles, » a rapidement déclaré Slack. Miss Marple comprit aussitôt que ce coup était dû au hasard. Les doigts de Claire se crispèrent sur l'accoudoir de la chaise. « Oui, finit-elle par dire, à monsieur Nicholas Heron. »« Le vicaire ?» Slack esquissa un sourire. « C'est un ecclésiastique ordonné, » dit froidement Claire. « Sir Lionel avait-il interdit le match ? Il a jugé cela inapproprié ? En termes financiers ? À tous égards. Mon oncle préférait les arrangements aux affections. Et vous menacez-il également de déshéritage ? Probablement. Cela a-t-il suscité du ressentiment ? Claire lui lança un regard d'une aversion profonde. Si vous me demandez si je souhaitais sa mort, je peux seulement dire que je souhaitais parfois son absence. J'imagine que la moitié du comté partageait cet avis. Miss Marple demanda doucement. Quand avez-vous vu Sir Lionel vivant pour la dernière fois ? À la gare. Il était entré dans l'ancienne salle d'attente avec un bouquet à la main. Il avait l'air contrarié. À cause de Julian ? Demanda Slack. C'est possible. Êtes-vous entré après lui ? Non. Avez-vous vu quelqu'un d'autre entrer ? Claire hésita. Non. Miss Marple, observant cette hésitation, pensa. Ce n'est pas un mensonge, mais ce n'est pas non plus l'intégralité du propos. Slack a immédiatement réagi. Vous nous cachez des informations. Je ne le suis pas. Oh non ? Et mademoiselle Mowbray ? On l'a vue sur le quai. Les yeux de Claire s'illuminèrent. Mademoiselle Mowbray était partout. C'est elle qui a organisé l'exposition florale. Elle aurait donc pu entrer ? C'est possible. N'importe qui pourrait l'être. Miss Marple intervint de sa voix la plus douce. « Ma chère, aviez-vous peur pour Julian ?» Claire se retourna aussitôt. Il était extraordinaire de constater à quel point son regard sur Miss Marple et sur Slack était différent. Face à l'inspecteur, elle se montrait distante. Face à Miss Marple, elle semblait presque plaider sa cause malgré elle.
Oui, dit-elle. Parce que vous le croyez coupable? Non. Claire se laissa aller en arrière, soudain fatiguée. Parce que je pensais qu'il avait peut-être fait une bêtise et qu'il avait l'air coupable. Julian a un don pour les apparences. Ah, s'il avait volé l'argent pour recommencer ailleurs, s'il avait frappé mon oncle et l'avait laissé hébéter, s'il avait jeté cette ridicule enveloppe. Elle s'interrompit. Ah, dit Slack. Vous admettez donc cette possibilité? J'admets que Julian est imprudent lorsqu'il se blessait. Et savez-vous quelque chose à propos de l'argent disparu? Non. Du couteau à fleurs? Non. Du bouquet? Le regard de Claire se porta une fois sur la cheminée, où l'horloge en argent de Lady Davenant tic-taquait avec une fureur distinguée. Non, dit-elle. Slack referma le carnet d'un claquement sec. Très bien, mais je vous préviens, mademoiselle Davenant, toute tentative pour protéger votre cousin ne lui rendra pas service. Après son départ, Claire resta assise, les mains ouvertes, sur ses genoux. Pendant quelques secondes, elle ne dit rien, puis, avec une sorte de franchise abrupte, elle demanda à Miss Marple. « Croyez-vous que Julian l'ait fait ?» Miss Marple plia son ouvrage. « Je crois que votre cousine a la malchance de correspondre à un modèle. Cela veut dire oui. Cela signifie, dit Miss Marple, que j'ai connu de jeunes hommes poussés à bout par l'orgueil, les dettes et le désir de ne pas paraître insignifiants aux yeux de la femme qu'ils aiment. » Claire baissa les yeux. « Oui. » Le regard de Miss Marple parcourut la pièce. Sur une table d'appoint se trouvait un vase de roses jaunes fraîchement coupé. Trop de fleurs, pensa-t-elle. Trop d'offrandes, trop de messages. Elle demanda d'un ton léger « Sir Lionel aimait-il les fleurs ?» Non, ce qui lui importait. Là, c'était ce qu'elles représentaient lorsqu'elles étaient envoyées en quantité suffisante. Il y avait de l'amertume, pas seulement du chagrin. Claire se leva et alla vers la cheminée. Il avait cette façon de faire sentir, dit-elle sans se retourner, que sa gentillesse était une concession et son affection une sorte de crédit commercial. Julian l'a compris et s'est battu. Je l'ai compris et je suis devenu poli. Je ne sais pas ce qui était le pire. Miss Marple quitta Davenant Hall plus convaincue qu'auparavant que Julian avait bel et bien tué son oncle, dans un accès de rage orgueilleuse. Pourtant, un léger malaise persistait, comme un cheveu sous le linge. Elle n'aurait pas su dire pourquoi. Ce soir-là, au moment du thé, le docteur Kerr vint rendre visite à la vieille Madame Hartnell, et Miss Marple lui demanda nonchalamment s'il avait bien connu Sir Lionel, assez bien pour savoir quand il mentait. Le docteur Kerr, qui venait de finir d'écouter le chant de la vieille Madame Hartnell et qui se lavait les mains dans le petit garde-manger, leva les yeux assez rapidement à cette vue. « Monsieur Lionel, dit-il, il a menti avec beaucoup de tact, c'est-à-dire qu'il a omis, arrangé et corrigé. On ne saurait l'accuser d'invention vulgaire. » Miss Marple sourit. « C'est souvent la même chose, en mieux habillé. » Il s'essuya soigneusement les mains. La lumière du soir, filtrant par la fenêtre arrière, dessinait les contours de son visage avec une netteté inhabituelle pour les villageois. C'était un homme d'une quarantaine d'années, plus maigre qu'il n'y paraissait, avec une bouche expressive et des yeux fatigués. Au village, et on le considérait comme infatigable, aimable et un peu distrait, notamment en ce qui concernait ses propres repas. Miss Marple avait d'ailleurs souvent remarqué que ce que les gens de la campagne appellent « distraction » chez un médecin n'est souvent qu'une habitude, celle de ramener chez soi les souffrances des autres. Il pouvait être très généreux, a déclaré le docteur Kerr après un moment, et très impitoyable. « Ah !» Il lui jeta un coup d'œil. « Vous pensez sans doute que cela pourrait expliquer les motivations de la moitié du comté ? Mon cher docteur, je raisonne très rarement en termes de comté. Les villages me suffisent amplement. » Madame Hartnell, qui s'était assoupie dans son fauteuil, ronflait doucement. Le docteur Kerr baissa la voix. « L'inspecteur Slack vous a sans doute dit que la blessure t'a été faite par une lame étroite. Le couteau à fleurs manquant correspondrait. Ce n'était pas un coup porté avec frénésie, très précis, de très près. Assez proche pour l'intimité ? Oui. Il le dit à contre-cœur. Miss Marple remarqua cette réticence. Les médecins, avait-elle souvent constaté, appréciaient bien moins la dimension émotionnelle des blessures que leurs symptômes physiques. « Et le bouquet ?» demanda-t-elle. « Les gens sont tellement absorbés par le couteau qu'ils semblent presque avoir oublié les fleurs. » Il hésita de nouveau. « C'est curieux. Il y avait de la sève sur la manchette de Sir Lionel, provenant de tiges coupées il y a à peine une heure, mais l'un des pois de senteur était déjà abîmé et flétri sur le bord, d'eau comme s'il avait été manipulé plus que les autres. Et le papier qui entourait les tiges était un morceau d'horaire de train, mais pas celui du jour. Pas celui d'aujourd'hui ? Non, un vieux. Porter Briggs a mentionné par hasard que la station recevait un nouveau lot tous les lundis, et celui qui parlait du bouquet avait une publicité au verso qu'ils ont changé le mois dernier. Un détail. « Aucun point n'est insignifiant », a déclaré Miss Marple. Il esquissa un sourire. « Vous et Slack ne seriez pas d'accord sur ce point. L'inspecteur Slack considère qu'un point est insignifiant s'il n'y a pas pensé en premier.
Le docteur Kerr rit malgré lui. Puis son rire s'éteignit. « Miss Marple, si Julian Davenant a fait cela, c'était sous le coup de la colère, non par calcul. Vous semblez presque certain de lui. Si, je ne suis sûr de personne, mais je sais reconnaître une rage soudaine et je sais reconnaître la préméditation. Les deux ne sont pas toujours très éloignés. » Après son départ, Miss Marple resta un moment assise, son tricot intact. Un vieil horaire de train, un poids de senteur abîmé, une blessure nette et précise. Ces détails ne suffisaient pas en eux-mêmes à la détourner de son chemin. Au contraire, ils auraient parfaitement convenu à Julian. Un jeune homme, arrachant le premier bouquet venu à l'étalage, prenant le papier qui l'accompagnait, s'emparant du couteau à fleurs dans un accès de colère. Puis, changeant un détail, manipulant les fleurs, perdant son sang-froid, mentant mal. Pourtant, cet ancien horaire la troublait. Dans les villages, on conserve les objets anciens, c'est vrai. Mais dans les gares, non. À moins que quelqu'un ne les ait mis de côté intentionnellement. Et les bouquets, comme les alibis, sont souvent refaits par des mains qu'on n'a même pas remarquées. Le lendemain matin apporta à la fois la pluie et le scandale. Une fine pluie d'été persistante assombrissait les haies d'ifs et embaumait le village d'une odeur de terre humide et de buis. Vers 10h30, Miss Marple, après s'être rendue à la poste pour acheter des timbres, apprit de Madame Bartlett derrière le guichet que Miss Béatrice Mowbray avait été un temps pressentie. Pas officiellement, bien sûr, mais tout le monde le savait. Pour épouser Sir Lionel, avant qu'il ne choisisse la plus riche et plus convenable Lady Davenant. C'était il y a des années, dit Madame Bartlett en comptant sa monnaie avec un profond plaisir. Oui, répondit Miss Marple. Oh, néanmoins, ces choses laissent des traces. Oui, répondit de nouveau Miss Marple. Elle quitta la poste d'un pas nonchalant, typique d'une personne âgée, mais dissimulant une intention bien précise. Audrey Bellamy était seule dans la salle de repos, coupant des sandwichs avec une rapidité presque trop marquée pour être naturelle. La pluie tambourinait doucement sur les vitres extérieures. Sur l'étagère derrière elle se trouvaient des bocaux de bonbons, des boîtes à thé et une rangée de petits vases en argent vide, attendant d'être fleuris. « Ma chère, dit Miss Marple, si je ne vous dérange pas, puis-je m'asseoir un instant? Le temps humide me donne toujours l'impression que mes os sont devenus la propriété de tous. » Audrey sourit. « Tu ne me gênes jamais. Un thé? Si cela ne vous dérange pas? Aucun problème. » Elle se déplaçait avec aisance, pensa Miss Marple, avec économie, sans chichi, comme une femme qui n'avait d'autre choix que de compter sur la compétence. Ses cheveux noirs étaient lisses sous la petite coiffe sévère qu'elle portait au travail. Son regard, lorsqu'il était abaissé, était d'une douceur inattendue. « Les gens ont été méchants, » a déclaré Miss Marple. Audrey versa le thé. « Les gens sont souvent plus gentils lorsqu'ils se sentent le moins en sécurité. Ils préfèrent avoir une cible. Tu parles comme si tu avais de l'entraînement. » Oui. Audrey posa la tasse devant elle. « Ma mère tenait une pension de famille à Basing. Les hommes étaient aimables en privé et prudents en public. On apprend de ses erreurs. » Miss Marple encaissa le coup sans broncher. « Et Monsieur Lionel ?» La main d'Audrey s'arrêta sur le couvercle de la théière. « Il avait l'habitude de loger là-bas, finit-elle par dire. Ah, à 16 ans, je le trouvais merveilleux. À 19 ans, je le trouvais simplement vaniteux. À 25 ans, je savais qu'il était exactement ce qu'il avait toujours été. » Elle esquissa un petit sourire fatigué. « Ça paraît bien dramatique. Il s'agissait surtout de factures et de conseils. A-t-il aidé votre mère? » Pendant un certain temps. Et après? Audrey regarda le quai rayé par la pluie. Après, il se souvenait de nous quand cela l'arrangeait. Il aimait croire qu'il avait sauvé des gens. Cela lui procurait l'agréable sentiment d'appartenance. Les aiguilles de Miss Marple cliquèrent une fois. « Est-ce qu'il pensait à vous comme ça? » « Oui. Et Julian? » Au nom d'Audrey. Le visage se transforma très légèrement, mais avec une vérité absolue. « Julian me considère comme une personne. C'est une nouveauté troublante. » Miss Marple laissa passer une seconde. L'inspecteur Slack en est absolument certain. « De Julian? Oui. Et tu? » Audrey ne répondit pas immédiatement. Elle finit par dire « Je suis certaine que Julian pourrait réagir violemment s'il était blessé. Je ne suis pas certaine qu'il pourrait aller jusqu'au bout. » Regardez quoi à travers? Les conséquences. Audrey posa les deux mains sur le comptoir. Un meurtre n'est pas qu'un instant. Il se prolonge après, à travers les mensonges, les arrangements pratiques, les regards sur les visages des autres. Julian n'est pas pragmatique. C'était une remarque très perspicace. Miss Marple dit doucement « Vous le protégez. » Audrey serra les lèvres. « J'en ai assez d'entendre ça. Si je le protégeais, je ne devrais le dire qu'à moi-même. » Est-il revenu après avoir quitté Sir Lionel? Pour la première fois, Audrey se retourna et la regarda droit dans les yeux. « Pourquoi me demandes-tu ça? » « Parce que je pense qu'il l'a fait. » Audrey serra les doigts sur le bord du comptoir. La pluie tambourinait aux vitres comme des ongles. Finalement, elle dit «
Oui, il est venu par la porte de côté. Quelle heure? Quelque part avant midi. Et combien de temps est-il resté? Quelques minutes. Plus maintenant? Audrey sentit son pouls s'agiter dans sa gorge. Le temps que je lui dise qu'il se comportait comme un imbécile. Pas assez long pour couvrir la période du décès de Sir Lionel? Silence. Miss Marple posa sa tasse. Ma chère enfant, il suffit de voir votre visage pour savoir que vous choisissez vos mots avec beaucoup de soin. Audrey prit une inspiration. Si je dis la vérité maintenant, ils me demanderont pourquoi je ne l'ai pas dite tout de suite. Oui. Et si je réponds à cela, cela n'aidera pas Juliane. N'est-ce pas? Audrey fit un petit mouvement, impuissante. Il était dans un tel état. Il disait des choses d'écasse terribles, des absurdités, vraiment, à propos de m'emmener, de ne plus jamais parler à son oncle, de mettre fin à tout d'une manière ou d'une autre. Si j'avouais que je l'avais eu là, juste après la dispute, tout le monde dirait que j'inventais tout pour le protéger. Ils le disent déjà. Oui. Miss Marple se leva. Alors peut-être, ma chère, faut-il choisir entre être inutilement ou utilement mis en doute. Audrey la fixa du regard. Mais Miss Marple, ayant semé la petite graine, prit son parapluie et sortit sous la pluie. C'est dans le hall de la gare qu'elle a trouvé la prochaine petite faille dans sa théorie. La table des compositions florales amateurs était restée quasiment en l'état depuis le jour du concours, même si les fleurs, désormais fanées, pendaient tristement dans leur coupe. Mademoiselle Béatrice Mowbray s'y trouvait, un registre à la main, s'efforçant de ranger les cartes de prix. Elle sursauta visiblement à l'apparition de Miss Marple. Ma chère Miss Marple, quel temps magnifique! Oui, les fleurs n'aiment pas qu'on se souvienne d'elles sous la pluie. Mademoiselle Mowbray s'agita. J'étais en train de régler les choses. On déteste l'inachevé. En effet. Miss Marple s'approcha de la table. C'est ici que se trouvait le couteau à fleurs? Oui, dans l'étui en velours. Le voici. L'étui était ouvert et vide. Son creux pâle révélait la forme d'une lame fine et effilée et d'un manche orné. Très joli, dit Miss Marple. Lady Bindon l'a offert il y a des années. Miss Mowbray s'humidifia les lèvres. C'est une chose saugrenue, certes, mais charmante. Et qui a composé les bouquets pour la gare? J'en ai fait 2, et Audrey 1. Ou peut-être l'inverse. Je ne m'en souviens presque plus. Il y avait une telle agitation. Quelles fleurs ont servi à les composer? Pois de senteurs mauves, giroflées blanches, fougères. Les mains fines comme celles d'un oiseau s'agitaient involontairement, tandis qu'elle les nommait, comme si elles nouaient des tiges invisibles. Elles étaient très jolies dans les vases d'en argent. Et le ruban? Vert foncé. Et je dis toujours que le vert est plus doux que le blanc. Le blanc a tellement l'air d'un enterrement, même sans le vouloir. Le regard de Miss Marple se posa sur elle. « Est-ce que Sir Lionel vous a déjà offert des fleurs, Béatrice ?» La petite femme rougit fortement. « Quelle question étrange !»« Pas du tout. Les fleurs sont une forme d'expression. » Mademoiselle Mowbray se pencha sur le registre. « Il y a longtemps, dit-elle. Tout le monde était très jeune à l'époque. » La réponse, pensa Miss Marple, était sincère et profondément triste. Pourtant, quelque chose d'autre se cachait derrière. Les doigts de Béatrice effleurant les cartes tremblaient non seulement de nostalgie, mais aussi de peur. Alors qu'elle se retournait pour partir, Miss Marple aperçut, à demi caché sous le tréteau, un carré de papier froissé. Elle se baissa et le ramassa. C'était le coin déchiré d'un ancien horaire de train. Au verso, écrit au crayon, se trouvait un seul mot, jeudi, rien de plus. La pluie avait légèrement estompé le graphite. Miss Marple plia le morceau et le glissa dans son gant. Jeudi. Hier, c'était mercredi. Un mot pour un rendez-vous, un rappel, un bouquet emballé dans du papier, mis de côté pour un futur voyage. La faille dans sa théorie s'est élargie, sans toutefois la rompre. Au contraire, au fil de l'après-midi, les accusations contre Julian semblaient se renforcer. L'inspecteur Slack, dans un élan d'activité triomphante, découvrit l'argent disparu. On le trouva dans un étui à stylo, dans la loge de Julian, une partie seulement, mais suffisamment pour rendre toute négation absurde. Julian jura ne l'avoir jamais vu auparavant. Oui, Slack fit remarquer avec ironie que les meurtriers disaient souvent la même chose. Le colonel Melchett, qui abhorrait les scandales dans les vieilles familles du comté, semblait avaler un médicament sans eau. Quant à St. Mary Mead, ayant reçu la nouvelle par des voies si nombreuses et si rapides qu'il était impossible de les retracer, elle se résigna à croire que l'affaire était presque close. En apprenant la nouvelle par Madame Bantry à 5h30, Miss Marple ressentit un profond désarroi. « C'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, » dit-elle lentement. « Cela signifie que vous pensez qu'il l'a fait. » Miss Marple baissa les yeux sur son tricot. « Je pense, dit-elle, que parfois un modèle est tellement complaisant qu'on finit par se méfier. Mais l'argent, dans sa chambre, oui. » Les aiguilles de Miss Marple reprirent leur doux cliquetis. Dans sa chambre. Et parce qu'elle était honnête, elle s'avoua que,
Pendant toute la longue soirée humide et pesante qui suivit, elle crut très probablement Julian Davenant coupable. La découverte de l'argent suscita au village une sorte d'avidité teintée de retenue. On baissait la voix, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Les femmes qui avaient vanté les charmes de Julian se souvenaient désormais de ses petits accès d'égoïsme. Les hommes qui avaient envié son physique jugeaient à présent son caractère avec soulagement. Madame Price Ridley confia au déjeuner qu'elle s'était toujours méfiée de ce rire facile. Le vicaire la réprimanda gentiment, puis lui demanda si l'argent était sous enveloppe de la Banque d'Angleterre ou en vrac, si on avait laissé sain. Mary Mead s'en remettre à elle-même. Elle aurait condamné Julian dès jeudi soir et se serait attelée à la question de savoir si Audrey Bellamy devait quitter le quartier. Mais les enquêtes policières, contrairement à l'opinion des villageois, ont souvent des conséquences fâcheuses. Nicholas Heron fut l'un de ces sous-produits. Il arriva au cottage de Miss Marple vendredi matin, sous cette clarté sans pluie qui suit parfois une journée pluvieuse et qui donne à chaque feuille l'apparence d'une fleur fraîchement éclose. Il n'était pas du tout le genre d'ecclésiastique que Madame Bantry appréciait. Trop maigre, disait-elle, trop ascétique, comme s'il sortait d'un vitrail sans trop savoir pourquoi. Miss Marple, qui se méfiait des portraits de vitraux, le trouva plus intéressant. Il avait environ 35 ans, un visage grave et irrégulier, des cheveux noirs plaqués en arrière, et une voix si douce qu'on l'écoutait attentivement de peur qu'elle ne dissimule une force insoupçonnée. Il se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte, tenant son chapeau. « Mademoiselle Davenant m'a suggéré de vous parler, dit-il. Si je vous dérange ? » Pas du tout. Les ecclésiastiques y sont excellents pour la digestion lorsqu'ils sont sincères, mais plutôt agaçants lorsqu'ils ne le sont pas. Pour la première fois, un léger sourire effleura ses lèvres. Il entra. « J'ai travaillé avec l'inspecteur Slack, dit-il. J'ai pensé après coup que peut-être comprendriez-vous ce qu'il ne comprend pas. Alors vous êtes bien optimiste. L'inspecteur Slack ne comprend pas ce que font beaucoup de gens. » Nicolas s'assit, serrant toujours son chapeau un peu trop fort. Il pense, je crois, que je lui cache un détail sentimental concernant Claire. En réalité, je lui cache quelque chose de bien plus stupide. Mon cher monsieur Héron, les sentiments sont presque toujours des folies. C'est l'une de leurs meilleures qualités. Il prit une inspiration. Mercredi, je suis allé à la gare poster des lettres de souscription paroissiale. Il était 12:10, peut-être un peu plus tard. J'ai aperçu Sir Lionel à travers la vitre de l'ancienne salle d'attente. Il était seul. Miss Marple leva brusquement les yeux. Seul ? Oui. Absolument certain. Assez. Il y eut un silence. Un merle se mit à chanter dans le jardin, d'une voix absurdement brillante et fluide. « Et pourquoi, demanda Miss Marple, ne l'avez-vous pas dit immédiatement à l'inspecteur Slack ?» Ses doigts se crispèrent sur le bord de son chapeau. « Parce que j'ai vu quelqu'un d'autre un instant plus tard. O.M.S. » Il hésita. « Claire, tu y vas ? Non, je m'en vais. » Cela a modifié l'atmosphère de la petite pièce comme un verre brisé modifie l'atmosphère d'un salon, bien que rien de visible ne se soit encore produit. Miss Marple demanda, après un moment, « Vous a-t-elle vu ? » « Je ne sais pas. » Elle avait la tête baissée. Elle tenait des gants dans une main et un bouquet de roses jaunes dans l'autre, écrasés, comme si elle les avait oubliés. Elle avait l'air... Il s'arrêta. « Oui. » Comme une personne qui a été condamnée et qui compte ne pas pleurer avant plus tard. Le regard de Miss Marple se posa sur lui avec beaucoup de bienveillance. « Et parce que vous l'aimez, vous n'avez rien dit. » Il a rougi mais ne l'a pas nié. « Oui. Et pourtant, vous êtes venu maintenant. Pourquoi ? Parce que Julian risque d'être arrêté. Parce que le silence finit par devenir une autre forme de mensonge. Et parce que, dit-il avec une soudaine tristesse, Claire m'a demandé hier si je pouvais encore lui faire confiance. C'est une question que personne ne devrait avoir à se poser, à moins que quelque chose de vraiment grave ne se soit produit. Miss Marple resta silencieuse. Dans son esprit, le schéma se modifia, mais imperceptiblement, pas encore suffisamment pour se rompre. « Tu es allé la voir ? » ?»« Non, je suis allé à l'église. Plus tard, elle m'a écrit pour me demander de venir à Davenant Hall après la tombée de la nuit. »« Et vous l'avez fait ? » ?»« Oui. » »« Ce qui s'est passé ?» Il fixa le sol. « Elle m'a dit que son oncle l'avait menacé de la déshériter si elle m'épousait. J'ai répondu que ce n'était pas nouveau. Elle a dit que je ne comprenais pas, puis elle n'a rien dit de plus. Elle était très calme, trop calme. A-t-elle mentionné Julian ? Elle a dit que tout le monde penserait que c'était Julian parce qu'il préférait les histoires simples. » Miss Marple croisa les mains. « Merci, monsieur Heron. » Il se leva brusquement. « Croyez-vous que Julian soit innocent ? » ?»« Je pense, dit lentement Miss Marple, que votre silence a compliqué une affaire qui était déjà bien trop simple. » Il est reparti plus maigre qu'à son arrivée. S'ensuivit le même jour une de ces conversations villageoises, où suspicion, sympathie, souvenir et vulgarité se côtoient, vêtues de leurs plus beaux atours. Cela se passait chez Madame Bantry,
où le déjeuner s'était inexplicablement prolongé en thé, car personne ne voulait partir tant que de nouvelles anecdotes pouvaient encore surgir. Madame Bantry présidait avec une élégance magistrale, beurrant des toasts avec l'air d'une femme menant une enquête. Madame Price Ridley, le dos bien droit, était prête à réfuter toute preuve qu'elle ne possédait pas déjà. Mademoiselle Mowbray rôdait près de la fenêtre. Audrey Bellamy avait été persuadée, malgré ses réticences, de venir avec les contes des fleurs. Le docteur Kerr passe à voir si la goutte du colonel Bantry se calmait. Et, à la grande joie secrète de tous, l'inspecteur Slack en personne fit son apparition, sous prétexte de demander si quelqu'un avait aperçu Juliane dans le village mercredi après-midi. « Non », répondit Madame Bantry en versant du thé. « Mais s'il avait assassiné son oncle, on imagine qu'il ne se serait pas promené en agitant les bras. » Slack accepta une tasse et ignora la remarque. « Mademoiselle Bellamy, j'ai encore besoin d'un compte rendu plus précis des déplacements de M. Davenant. » Audrey prit un air grave. « J'en ai donné une. Pas satisfaisant. » Madame Bantry a dit d'un ton sec. « Vraiment, inspecteur, êtes-vous obligé de mener vos interrogatoires pendant que je mange mes toasts aux anchois ? » « Ce n'est pas un interrogatoire, madame. C'est une procédure de routine. » « Alors la routine est très mal conçue. » Le docteur Kerr intervint avec douceur. « Peut-être que mademoiselle Bellamy préférerait s'entretenir en privé. »« Non, » répondit aussitôt Audrey. « Il y a déjà eu trop d'intimité. » Slack ouvrit son carnet. « Très bien. Monsieur Davenant est venu à la porte latérale de la salle de rafraîchissement avant midi ? » ?»« Oui. »« À quelle heure exactement ? » Je n'ai pas regardé l'heure. »« Vous devez bien vous en douter. Un peu avant midi moins le quart. Et combien de temps est-il resté ? » Audrey regarda la pelouse lavée par la pluie plutôt que les personnes présentes dans la pièce. « Plus longtemps que je ne l'avais dit au début. » Slack releva la tête. « Combien de temps encore ? » ?»« Jusqu'à minuit. » Un silence s'installa. Madame Price Ridley laissa échapper un petit soupir. La tasse de mademoiselle Mowbray tinta dans sa soucoupe. Le docteur Kerr resta complètement immobile. Slack a rétorqué sèchement. « Vous êtes en train de changer votre version des faits. »« Oui. Pour fournir un alibi ? Pour dire la vérité ? Pourquoi pas tout de suite ?» Audrey se tourna alors vers lui. « Parce que je savais que tu dirais exactement ça. » À quel point cet entretien était-il intime ? Madame Bantry laissa échapper un cri d'indignation, mais Audrey répondit avant qu'elle n'ait pu parler. « Assez intime pour me compromettre aux yeux du village, mais pas du tout intime au sens où vous l'entendez. Monsieur Davenant était très perturbé. Il a dit des bêtises. Je lui ai dit de se ressaisir. Il est donc resté avec vous sans interruption jusqu'à minuit ? Oui. Quelqu'un peut-il soutenir cela ? Non. Quelle coïncidence !»« Ce n'était pas pratique, » dit Audrey. Sa voix restait calme, mais son visage était devenu livide. C'était pénible. Slack tourna les pages. Le docteur Kerr situe la mort quelque part entre 11h40 et midi. Le docteur Kerr a dit calmement. « J'ai dit que les probabilités étaient là. Les probabilités me suffisent. » Slack jeta un coup d'œil autour de lui avec un air important. Le témoignage de mademoiselle Bellamy, tardif et manifestement influencé par ses émotions, ne saurait contredire la découverte de l'argent dans la chambre de M. Davenant. Nicolas Héron, qui était entré incognito au milieu de cet échange et se tenait maintenant juste derrière la porte-fenêtre, dit de sa voix douce. « Alors peut-être que ceci aidera. » Tous les regards se tournèrent d'un vers vous. Il s'avança, un papier plié à la main. M. Lionel me l'a donné par la porte entr'ouverte de la salle d'attente à 2 minutes de midi. Il m'a demandé de le mettre dans la sacoche paroissiale, car il était occupé et ne pouvait plus ressortir. C'est un chèque pour la réfection du toit de l'église. Slack s'en empara. La date et la signature étaient lisibles. Au verso, de la main impatiente de Sir Lionel, on pouvait lire « À remettre à M. Héron ». Madame Bantry posa la théière avec un petit bruit sourd. Madame Price Ridley semblait déconcertée par la providence. Mademoiselle Mowbray laissa échapper un son qui ressemblait à un « Oh ! Vous n'en avez jamais parlé » a déclaré Slack. « Non. Pourquoi pas ?» Le regard de Nicolas se porta une seule fois sur Claire Davenant, qui était entrée derrière lui et se tenait maintenant sur le seuil, blanche comme du lait. « Parce que j'étais un lâche », a-t-il dit. L'espace d'un instant, la pièce sembla emplie du tic-tac d'horloge invisible. « Si Sir Lionel était encore en vie à 2 minutes de midi, » dit lentement le docteur Kerr, « alors il n'a pas pu être tué avant midi. »« Et si Julian était avec moi jusqu'à minuit, » dit Audrey, « il n'a pas pu le faire. » Slack les regarda tour à tour comme si les faits l'avaient personnellement insulté. Le revirement fut si soudain, si complet, que même Miss Marple eut un instant l'impression que le sol se déroba sous ses pieds. Le schéma à la fois net et complexe de Julian, les dettes, la querelle, l'argent, ne se contenta pas de s'affaiblir, il s'effondra. Quelqu'un l'avait bâti, ou quelqu'un y avait mis le pied, ou les deux. Mademoiselle Mowbray laissa échapper un autre petit gémissement, et vacilla. Audrey fut aussitôt à ses côtés.
Le docteur Kerr se leva également. « Asseyez là. »« Ce n'est rien, » murmura Béatrice. « Juste la chaleur. »« Ce n'est pas la chaleur, » a déclaré le docteur Kerr en lui prenant le poignet. Claire n'avait pas bougé. Son visage, d'ordinaire si impassible, était devenu étrangement vide. Non pas choqué, pensa Miss Marple, mais dénué de sens, comme une pièce dont on aurait enlevé les meubles. L'inspecteur Slack retrouva sa voix. « Si c'est une tentative concertée... »« Non, » dit Claire d'une voix très claire. « Cela signifie simplement que vous vous êtes trompé. » Et à cet instant précis, tandis que tous les regards étaient tournés vers Slack, Miss Marple remarqua autre chose. La main gauche de Claire s'était refermée involontairement sur les doigts de sa main droite, comme pour les dissimuler. C'était un mouvement imperceptible, mais ce n'était pas du chagrin. C'était la maîtrise de soi après la peur. Puis Mademoiselle Mowbray s'est laissée glisser mollement sur le côté de sa chaise. Elle n'avait pas perdu connaissance. Le docteur Kerr, se penchant sur elle, demanda sèchement. « Qui lui a servi le thé ?» Madame Bantry la fixa du regard. « Oui, mon Dieu. » Les yeux de Mademoiselle Mowbray étaient ouverts, mais son regard était absent. Ses lèvres bougeaient. Mademoiselle Marple se pencha et entendit très distinctement. « Je dis, pas je dis. » Alors le docteur Kerr dit, d'une voix que personne dans cette pièce n'a jamais oubliée. « C'est du chloral. Apportez-moi de l'eau chaude, maintenant. » Tout s'est mis à bouger. Madame Bantry s'est précipitée vers la sonnette. Audrey a couru. Nicholas Heron s'est agenouillé pour soutenir les épaules de Béatrice. Slack aboyait des questions auxquelles personne ne répondait. Et Miss Marple, immobile au milieu de ce désordre soudain, sentait l'effondrement total de sa fausse théorie s'abattre sur elle, comme une pluie froide. Julian était innocent, et quelqu'un venait de tenter de faire taire Béatrice Mowbray dans un salon bondé. Mademoiselle Béatrice Mowbray n'est pas morte. Comme le dit Miss Marple par la suite, c'était à la fois une chance et un inconvénient, car un témoin mort a la décence de devenir immédiatement important, tandis qu'un témoin vivant peut passer des heures à divaguer, perdant et n'étant plus cohérent, pendant que tout le monde discute de quelques cuillères à café de moutarde et de l'opportunité d'appeler le médecin alors qu'il est déjà dans la pièce. Le docteur Kerr, avec une fermeté admirable, prit les choses en main. Le soir venu, Béatrice était vivante, faible et trop effrayée pour parler. Le chloral avait été versé dans son thé après qu'il ait été servi, avant même qu'elle ne le porte à sa main. Comme Madame Bantry avait laissé le plateau sans surveillance un instant pour répondre à un valet de pied, la liste des personnes susceptibles d'y avoir touché était absurdement longue et inutilement mondaine. Cela signifie, a déclaré l'inspecteur Slack d'un ton d'une grandeur contrariée, que nous avons affaire à une personne très dangereuse. Ou une personne très effrayée, dit Miss Marple. Ce soir-là, Julian revint au manoir, l'air d'un homme gracié, mais encore méfiant face à l'absence de la corde. Il trouva Miss Marple dans la bibliothèque en compagnie de Claire, Nicholas et le colonel Melchett. La lampe était allumée. Dehors, les buissons humides luisaient d'un noir profond sous la lune naissante. Personne ne savait vraiment comment aborder le sujet. Ce fut Claire qui prit l'initiative. « Tu en es libéré, dit-elle. » Julian la regarda. « Apparemment. » Le mot était simple, mais il portait en lui quelque chose de brisé. Nicolas s'avança. « Julian. »« Non, surtout pas, » dit Julian. « Si vous étiez venu plus tôt, cela aurait pu nous éviter bien des soucis. » Claire tressaillit. Nicolas rougit, mais resta impassible. « Oui, je sais. » Le colonel Melchett marmonna. « Mieux vaut ne pas s'étendre sur ce sujet. » Plus on en parle, je crois, dit doucement Miss Marple. Les silences sont devenus bien trop éloquents dans cette affaire. Julian rit sans joie. Tout à fait. Nous sommes une famille qui fonctionne entièrement par omission. Il s'approcha de la cheminée et s'appuya d'un bras sur le manteau. Pour la première fois, Miss Marple ne vit plus le jeune homme irresponsable que l'opinion du village prenait plaisir à condamner, mais une créature blessée, la colère ayant remplacé la dignité, car celle-ci l'avait abandonnée. « L'argent, dit-il. Je ne l'ai pas mis là. »« Non, répondit Miss Marple. Il se retourna. « Tu le crois maintenant ?»« Oui. Comme la croyance est étonnamment élastique. »« Pas élastique, mon cher garçon. Réversible. » Claire a soudainement dit « Je suis désolé. » Il la regarda longuement. « Pourquoi ?»« Pour ne pas avoir parlé plus tôt. »« Vous voulez dire que Nicolas a revu Sir Lionel après mon départ ?»« Oui. Saviez-vous ?» Nicolas a répondu « Non, je ne l'ai dit à personne. » Claire posa la main sur le dossier d'une chaise. J'ai deviné. Miss Marple les observait toutes. Voilà encore la même chose. La supposition de Claire, le calme de Claire, l'épuisement de Claire. Trop de maîtrise pour une personne si pressée. Pourtant, même maintenant, elle ne parvenait pas encore à cerner pleinement Claire. La forme humaine n'était pas encore tout à fait juste. Sir Lionel était vivant lorsque M. Héron l'a vu. Dit Miss Marple. Et quelqu'un a ensuite déposé l'argent dans la chambre de Julian. Ce n'est pas un acte de rage soudaine.
C'est l'acte de quelqu'un qui a su anticiper malgré la pression. Julian dit avec amertume, alors trouvez la personne la plus pragmatique du comté et n'en parlons plus. Le sens pratique, dit Miss Marple, prend bien des formes. J'ai connu une femme qui a empoisonné son mari avec une précision admirable et qui était incapable de tenir les comptes de son foyer. Claire faillit sourire malgré elle. Julian passa une main sur ses yeux. Audrey a payé pour ça. Oui, répondit Miss Marple. À cause de moi. Oui. Il resta silencieux. Puis, à voix basse, j'ai dit des choses horribles à mon oncle. Certaines étaient insincères. Je voulais lui faire peur. Je voulais qu'il comprenne que je ne me laisserais pas faire. Quand Audrey a dit qu'il nous traitait tous comme des bagages à étiqueter, j'ai cru qu'elle exagérait. Mais non. Miss Marple releva la tête. Des bagages ? Oui, il décidait où chacun devait aller et l'y envoyait. Claire chez un vieux diplomate, moi dans une banque, Audrey hors de portée, Nicolas dans une vie meilleure où il serait reconnaissant et inoffensif. Il pensait que l'arrangement était une forme de bienveillance. Voilà, pensa Miss Marple, un autre retournement de situation, plus sombre cette fois. Bouquet de train, horaire de train, bagages étiquetés, vie liée et envoyée. Lorsqu'elle quitta le manoir ce soir-là, la lune était parfaitement levée. À la porte du pavillon, elle trouva Audrey qui l'attendait. « J'espérais que vous passeriez par ici. »« Nendos, mon cher. » Audrey paraissait épuisée, mais très calme. « Julian m'a demandé si j'avais beaucoup souffert cet après-midi. Je lui ai répondu que non, ce n'était pas vrai. Non. J'aurais dû parler mercredi. Je les ai laissés construire l'histoire autour de lui. Tu avais peur ? Oui. » Audrey releva le menton. « Mais pas seulement pour moi. Si Julian avait été innocenté grâce à ma parole, tout le monde aurait toujours cru que j'avais menti. Maintenant, ils le croiront peut-être quand même, mais au moins, il y a le chèque. » Miss Marple lui toucha le bras. « Vous êtes très courageuse. »« Non, dit Audrey. Juste fatiguée. » Elle hésita. « Il y a autre chose. Mercredi, quand Julian est sorti par la porte de service, je suis allé un instant dans le hall de la gare. Mademoiselle Mowbray était près du bureau des réservations. Elle avait l'air surprise, comme si on l'avait prise en flagrant délit de bêtise. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. A-t-elle dit quelque chose ? Sauf que, on ne sait jamais quel train les gens ont l'intention de prendre. Cela semblait absurde. Miss Marple resta silencieuse. Audrey a dit « Est-ce que ça a de l'importance ?»« Presque tout compte, » dit doucement Miss Marple. « On ne sait seulement pas quand. » Le lendemain apporta une nouvelle couche de honte. Il s'avéra que Sir Lionel ne s'était pas contenté de menacer ses proches de falsifier des testaments. Il avait mené des enquêtes sur plusieurs affaires privées avec une minutie frôlant la persécution. Son avocat londonien, malgré ses réticences professionnelles, céda aux pressions policières et révéla que Sir Lionel s'était renseigné sur des règlements, des rentes et les conséquences juridiques d'un faux testament au sein d'une famille. L'information se répandit comme une traînée de poudre. Falsification. Qui avait falsifié les documents ? Julian, avec ses dettes. Claire, avec son calme imperturbable. Mademoiselle Mowbray, dépendante de l'argent des Davenant. Même Nicolas, si l'on était assez vulgaire. Tous les soupçons se répandirent aussitôt et dans toutes les directions. Miss Marple rendit visite à Béatrice cet après-midi-là. La petite femme était allongée dans son joli lit de chaumière, un châle de dentelle sur les épaules, paraissant presque transparente. Un bol de chaussons blancs se trouvait sur la table à côté d'elle. Le parfum qui flottait dans la pièce était doux et légèrement entêtant. « Ma chère, dit Miss Marple en prenant place sur la chaise, vous avez bien meilleure mine. »« Lie, c'est un mensonge chrétien, » murmura Béatrice. « Mais c'est bien intentionné. » Miss Marple sourit. « Je crois fermement aux mensonges chrétiens quand ils nous évitent des ennuis. Avez-vous inscrit jeudi au dos de ce bout de papier d'emploi du temps ?» Béatrice ferma les yeux. Miss Marple. « Oui, j'ai terriblement honte. La plupart des gens le sont. C'est l'une des formes de souffrance les plus courantes. » Béatrice laissa échapper un petit rire brisé qui faillit se terminer en larmes. « Il me l'a promis une fois, tu sais. »« Monsieur Lionel ? » ?»« Oui, il y a longtemps. Pas vraiment, pas avec des mots qui puissent tenir. Mais autrement. Ce sont ces autres manières qui sont fatales. » Ses mains se crispèrent trop sur le drap. « Quand il a épousé Lady Davenant. Et je suis resté dans la maison parce que sa femme m'appréciait et que je n'avais nulle part où aller. Des années plus tard, après sa mort, il s'est montré de nouveau très aimable. Pas affectueux, non, mais aimable quand cela l'arrangeait. Il disait que je ne manquerais de rien. On croit à de telles choses quand on s'est rabaissé. » Miss Marple n'a rien dit. « La semaine dernière, il m'a dit, chuchota Béatrice, qu'il pourrait être amené à réduire mon allocation. Il l'a dit avec une politesse irréprochable, comme on parle de la météo. J'étais si effrayé que je n'y voyais ni plus clair. J'ai écrit « jeudi » parce qu'il devait revenir de Londres jeudi avec le nouvel arrangement. Un nouvel arrangement. Toujours des arrangements. J'ai glissé le mot dans un vieux horaire et je l'ai mis dans ma poche avec les bouquets pour le lui rappeler.
Comme c'est ridicule. Pas idiot. Après le départ de Julian, je suis allé dans la salle d'attente. Je l'ai supplié de ne pas me mettre à la porte. Il m'a dit que j'étais mélodramatique et que peut-être Claire m'accepterait si elle faisait un mariage convenable. Elle frissonna. Puis il a regardé par-dessus mon épaule et a dit « Ah, voici la prochaine requérante. » J'étais si humilié que je suis parti aussitôt. Je ne me suis même pas retourné pour voir qui c'était. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Parce que je savais qu'il dirait que j'avais une raison de le tuer. Parce que je n'ai rien vu. Parce que lorsqu'on a passé la moitié de sa vie à être toléré, on devient absurdement anxieux à l'idée d'être accusé. Des larmes coulèrent soudain sur son petit visage pointu. Et puis hier, lors de ce terrible thé, Miss Marple, je crois que quelqu'un savait que j'étais là. Oui, dit Miss Marple, je le pense aussi. Tu crois que c'était Claire? Demanda Béatrice à voix basse. Miss Marple regarda le bol de giroflées blanches. Leur parfum était devenu trop fort dans cette pièce exiguë. Je pense, dit-elle doucement, que la peur fait que les gens ne voient que la personne la plus proche de la porte. En sortant, elle croisa Claire dans la ruelle. Claire était venue avec un panier de raisins et des livres pour Béatrice, et la voir les porter fit naître une étrange émotion chez Miss Marple. Les coupables peuvent être aimables, les innocents, parfois durs. C'est précisément ce qui rend la vie si pénible. Claire s'arrêta. Comment va-t-elle? Effrayée. Elle l'a toujours été. Miss Marple la regarda. Et cela paraît méchant. C'est tout à fait vrai. Le visage de Claire s'adoucit soudainement. Je ne veux pas dire que je ne l'aime pas. Simplement qu'elle a vécu si longtemps dans la crainte du déplaisir que le désastre lui-même la réconforte presque. Au moins, on sait alors à quoi s'attendre. Et toi, ma chère, sais-tu où tu en es? Les lèvres de Claire se crispèrent. De moins en moins. Sœur Lionel s'enquérait de la falsification. Une bouffée de chaleur monta sous la peau de Claire, puis disparut. L'inspecteur Slack l'a donc dit à tout le monde. Non, mais l'information se comporte un peu comme la moisissure dans les villages. Claire a ajusté le panier qu'elle tenait dans ses bras. Si vous me demandez si j'ai falsifié quelque chose, la réponse est non. Aviez-vous peur que quelqu'un l'ait fait? Un long silence. Puis Claire dit « Je craignais que mon oncle ne souhaite que nous pensions tous cela les uns des autres. Il avait un don pour attiser les ressentiments. C'était bien dit, peut-être même trop. » Mais Miss Marple, sur le chemin du retour, était plus incertaine que jamais. Sa fausse théorie concernant Julian s'était effondrée. À sa place, il n'y avait plus un seul chemin, mais plusieurs, s'entrecroisant dans un enchevêtrement des plus insatisfaisants. Une seule chose était certaine. Le bouquet ferroviaire n'avait pas encore fini de parler. Lorsque les faits devenaient trop nombreux et les explications trop complaisantes, Miss Marple avait pour habitude de laisser de côté les faits un instant et d'examiner plutôt les tempéraments. Les motivations changent d'apparence. Les tempéraments, eux, restent les mêmes. Elle s'assit dans son jardin dimanche après-midi et les disposa comme le faisaient les autres femmes pour étendre leur linge. Julian, impulsif, vaniteux, généreux et insouciant. Capable de paroles violentes, oui, de dissimulation prolongée, douteux. Audrey, fière, sûre d'elle, pragmatique même dans l'adversité. Elle pouvait endurer beaucoup avant de craquer. Dangereuse seulement si on la poussait à bout. Béatrice, timide, dépendante, rongée par les humiliations. Une femme plus encline à dissimuler des preuves qu'à en créer. Nicolas Héron, consciencieux jusqu'à la cruauté, du moins envers lui-même. Lent à parler, encore plus lent à tromper, mais capable d'un silence aux conséquences désastreuses. Le docteur Kerr, calme, compatissant, fatigué, et peut-être plus seul que le village ne le pensait. Les hommes confrontés quotidiennement à la souffrance peuvent d'eau s'endurcir ou devenir dangereusement vulnérables à certaines formes de persuasion. Claire d'avenant. Le tricot de Miss Marple s'interrompit. Claire était la difficulté. Non pas qu'elle n'eût aucun mobile, mais parce qu'il y en avait trop, et la discipline trop stricte. Elle aimait Julian à sa manière. Elle aimait Nicolas, assurément. Elle craignait l'humiliation plus que la pauvreté. Elle avait vécu assez longtemps sous la coupe de Sir Lionel pour comprendre à la fois le plaisir et l'obscénité du pouvoir. Pourtant, tout cela relevait de la simple possibilité, sans en être une preuve. La preuve, ou plutôt le moyen de la chercher, se trouvait dans un ruban de fleurs. Lundi matin, Audrey Bellamy apporta à Miss Marple une boîte de papier qu'elle avait trouvée à la gare en rangeant l'armoire d'exposition. Je me suis dit que vous pourriez peut-être savoir si cela avait une quelconque importance. La plupart des documents étaient introuvables. De vieux horaires, des listes d'expositions florales, le programme du dîner des récoltes de 1934. Mais parmi eux se trouvait le paquet de rubans vert foncé de la gare, destiné au bouquet des voyageurs. Tous étaient coupés à la même longueur, sauf un, qui avait été raccourci puis renoué. Miss Marple le brandit. « Pourquoi celui-ci est-il différent ?» Audrey fronça les sourcils. « Je ne sais pas.
C'est généralement mademoiselle Mowbray qui noue les rubans. Elle les fait avec une sorte de nœud plat croisé. Pas un vrai nœud de fleuriste, mais c'est joli. Ce n'est pas son nœud? Non. Audrey le prit, l'examina et leva les yeux. Non. Il est d'abord tordu vers l'intérieur, puis tiré brusquement. C'est maladroit. Quelqu'un l'a refait à la hâte. Quelqu'un de gaucher? Demanda Miss Marple d'un ton désinvolte. Audrey cligna des yeux. C'est possible. Pourquoi? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Une autre image lui était venue à l'esprit. Claire, dans le salon de Madame Bantry, refermant sa main gauche sur les doigts de sa main droite. Cet après-midi-là, elle a tendu son petit piège. Cela se fit comme toujours à St. Mary Mead, non pas par des convocations théâtrales, mais sous prétexte de prendre le thé. Elle invita Claire, Audrey, Béatrice, Nicolas et le docteur Kerr à venir à son cottage pour examiner des comptes d'exposition florale qui, disait-elle, étaient devenus confus. Madame Bantry s'y rendit sans y être invitée, ce qui s'avéra utile. L'inspecteur Slack, apprenant que plusieurs personnes importantes seraient présentes, se présenta de son propre chef, déclarant qu'il allait bien s'y joindre. Miss Marple, qui espérait une réunion plus tranquille, accepta ce désagrément comme on accepte les caprices du mauvais temps. La scène commença tout à fait innocemment. On servit le thé. Madame Bantry parla des delphiniums. Nicolas observa le temps par la fenêtre, comme le font les ecclésiastiques lorsqu'ils veulent y paraître occupés sans être sociables. Béatrice, petite et pâle, gardait sa tasse intacte. Audrey, appuyée contre la cheminée, restait discrète mais attentive. Le docteur Kerr se tenait près de la bibliothèque, grave et réservé. Claire arriva en dernier, vêtue d'une robe gris tourterelle, et prit place sur le fauteuil le plus proche du feu, malgré la douceur de la journée. Miss Marple a sorti les rubans et les papiers. Je suis vraiment désolé de déranger tout le monde. Ces petits détails pratiques peuvent tous devenir très agaçants quand les gens sont contrariés. Mademoiselle Bellamy pensait que peut-être l'un d'entre vous se souviendrait mieux des bouquets qu'elle. L'inspecteur Slack demanda avec impatience « Quel rapport avec un meurtre ?» Mon cher inspecteur, dans cette affaire, presque tout a trait aux fleurs, au train ou aux deux. Il faut se fier au goût du contrevenant. Madame Bantry renifla dans sa tasse de thé. Miss Marple a étalé les rubans sur la petite table. « Miss Mowbray, vous avez fait les bouquets de Noël ?»« Certains d'entre eux, » murmura Béatrice. « Et votre nœud a toujours été le même ?»« Je m'y attends. Pourriez-vous nous montrer ?» Béatrice prit un ruban d'une main tremblante et fit un joli nœud plat. Audrey acquiesça. « Oui, c'est comme ça qu'on les fait. »« Et ceci, » dit Miss Marple en soulevant le ruban raccourci, « n'est pas pareil. Miss Bellamy pense qu'il a été renoué à la hâte. Slack a changé de position. Attaché par qui ? C'est cela qui m'intéresse, dit Miss Marple, car le bouquet trouvé chez Sir Lionel avait précisément ce genre de nœud. Il y eut un petit silence. Claire a dit d'un ton détaché « N'importe qui pourrait sûrement refaire un nœud de ruban. Oui, mais chacun a sa façon de nouer son fil. » Miss Marple sourit. « On apprend ce genre de choses en tricotant ou en emballant des cadeaux. Madame Harman, qui habitait en face de chez moi il y a 40 ans, était gauchère et on la reconnaissait toujours à sa façon de croiser les fils. C'est étonnamment personnel. » Audrey a dit lentement « Je suis droitière. »« Mademoiselle Mowbray aussi, » dit Mademoiselle Marple. « Nicolas ?» demanda Madame Bantry avec une gaieté vulgaire. Il leva une main. « Droitier. » Le docteur Kerr a déclaré « Moi aussi. » Tous les regards se tournèrent, poliment ou impoliment, vers Claire. Pendant une fraction de seconde, elle resta immobile. Puis, avec un calme parfait, elle déclara « J'écris de la main droite. »« En effet, » dit Miss Marple. « Mais on met ses gants, on coupe le pain, et on soulève les tasses à thé de la main gauche. On remarque ces choses-là. » L'inspecteur Slack se redressa. « Vous accusez mademoiselle Davenant ? » ?»« Non, non. Je l'invite à nous aider. Il y a autre chose. » Miss Marple prit dans son panier à linge le morceau de papier froissé où était inscrit le jeudi. Béatrice laissa échapper un petit cri. « Tu le reconnais, ma chère ?»« Oui. Il était emballé parmi les papiers du bouquet. Vous vouliez rappeler à Sir Lionel jeudi, jour où il devait vous verser votre allocation ?» Béatrice fondit en larmes. « Oui. C'est tout à fait compréhensible. Et Sir Lionel a dit, alors que vous étiez dans la salle d'attente, « Voici le prochain pétitionnaire. » Béatrice la regarda, les larmes aux yeux. « Comment le savais-tu » ? « Parce que c'est précisément le genre de remarque qu'il ferait à une femme dépendante qui l'aurait fait attendre. » Le regard de Miss Marple se posa sur Claire, doux et fixe. « Et parce que le prochain pétitionnaire n'était ni Julian ni M. Heron arrivé plus tard, mais quelqu'un que Sir Lionel pensait pouvoir congédier ou arranger. » Claire restait parfaitement immobile. Ses mains étaient posées sur ses genoux. Madame Bantry posa sa tasse. Même Slack resta silencieux. La voix de Miss Marple resta douce. « J'ai réfléchi à des arrangements. Des bouquets pour les voyageurs, des horaires de train, des gens envoyés ici et là. Sir Lionel aimait que les choses lui soient bien rangées. Il en va de même pour une personne sous une pression insoutenable. Cette personne prit un bouquet.
Peut-être déjà fait, peut-être pas. Le couteau à fleurs était exposé dans la vitrine. Le bouquet servait à la fois de camouflage et de marque de courtoisie. On n'entre pas les mains vides dans la salle d'attente d'un vieux monsieur si l'on compte lui demander une faveur. Mais une fleur fut abîmée, car le bouquet fut serré trop fort. Et ensuite, la panique et l'intelligence étant toutes deux à l'œuvre, le ruban fut refait et l'argent glissé. Claire dit, presque paresseusement, « Quel génie !»« Ce n'est que partiel, » dit Miss Marple. « Ce qui me manque encore, c'est la raison. Et c'est pour cela, ma chère, que je vous ai fait venir. » La pièce retint son souffle. Le regard de Claire se posa sur le visage de Miss Marple mêlant admiration et haine. « Si vous en savez tant, vous n'avez guère besoin de moi. »« Au contraire, » dit Miss Marple, « on a toujours besoin de l'aspect humain. » Nicolas avait fait un pas en avant sans s'en rendre compte. « Claire, tais-toi, Nicolas. » La douceur avec laquelle elle l'a dit était plus terrible que ne l'aurait été une formulation abrupte. Miss Marple poursuivit. Comme s'il s'agissait de la météo et non d'une catastrophe imminente. Sir Lionel s'était renseigné à Londres sur une affaire de faux. Cela en effraya plus d'un, mais non pas, je crois, parce que le faux avait été commis par appât du gain. Il avait été commis par amour, par honte ou par pitié, des sentiments bien plus courants dans les villages que la malice habile, même s'ils causent presque autant de problèmes. Sir Lionel avait l'intention de le démasquer. Il convoqua la personne concernée à la gare où s'y rendit. Il y eut des supplications, il y eut des refus. Puis, quelque chose dans son attitude, une sorte de manipulation peut-être, devint la dernière chose que cette personne put supporter. Claire s'est levée, ce n'était pas dramatique. Elle se leva simplement, et la pièce se transforma autour d'elle. Elle parut soudain plus âgée, non pas d'années, mais de fatigue. Elle garda son calme, mais on en devinait le terrible prix. « Vous ne savez pas, dit-elle. »« Non, répondit Miss Marple. Pas tout à fait, mais je crois que vous allez me le dire. » Claire resta longtemps silencieuse, puis elle esquissa un sourire minuscule et étrange. « Mon oncle disait toujours, murmura-t-elle, que les femmes ne sont jamais aussi dangereuses que lorsqu'elles deviennent pratiques. » Et Miss Marple, en entendant cela, sut que le piège s'était refermé. L'inspecteur Slack fit aussitôt un pas en avant, mais Miss Marple, avec une fermeté surprenante, leva la main. « Non, inspecteur, pas encore. Si mademoiselle Davenant souhaite parler, les interruptions risquent de lui nuire. » Claire jeta un coup d'œil à la petite pièce. Le panier à tricot, les roses dans le vase, Béatrice recroquevillée sur sa chaise. Audrey, le visage pâle et concentré près de la cheminée. Nicolas, le visage tiré comme si chaque respiration lui coûtait un effort. Finalement, Claire dit « Très bien, puisque nous sommes tous si bien rangés. » Elle se rassit, mais pas dans la même posture. Son assurance d'antan l'avait quittée. Ses mains étaient maintenant ouvertes, les doigts relâchés. « Nicolas, dit-elle sans le regarder, tu avais une sœur. » Il la fixa du regard. « Ai-je ? Éléonore est vivante. » « Oui, à peine. Dans cet horrible petit établissement de soins infirmiers de Basing. Il était devenu blanc comme un linge. Claire, je sais. Bien sûr que je sais. Tu croyais me l'avoir caché parce que tu es honorable et vaniteux, exactement comme les pauvres sont contraints de l'être. Les factures, les médicaments, les petites demandes discrètes refusées, avec de gentils regrets par les comités diocésains. J'en ai assez vu. » Nicolas fit un autre pas. « S'il vous plaît. » Elle leva la main. « Non, qu'on le dise. Voilà pourquoi vous avez emprunté au fonds de réparation de l'église il y a 2 ans, puis remboursé avant l'audit. Voilà pourquoi mon oncle, qui adorait être trésorier, a découvert une anomalie et a commencé à enquêter. Il n'était pas au courant de tout au début. Il savait seulement qu'il y avait eu un manque à gagner et que je vous avais aidé à le combler pendant 1 semaine en falsifiant sa signature sur un billet. » Nicolas émit un son étouffé. Madame Bantry eut un hoquet de surprise. Slack s'exclama « Pardieu !»« Oui, dit Claire. C'était un très gros faux en plus. Mon oncle a fait semblant de ne rien remarquer pendant des mois. Puis à Londres, il a mené l'enquête. Légale, criminelle. Il est revenu très satisfait de lui-même. Miss Marple dit doucement. Et il avait l'intention de le dire à Nicolas. Il comptait faire mieux que ça. Il voulait me sauver de Nicolas en me le présentant. Il avait déjà mis en place un plan. Si je rompais les fiançailles sur le champ, il en resterait là, verserait une rente à Éléonore, renflouerait lui-même les caisses pour la toiture et n'en parlerait plus. Dans le cas contraire, il poursuivrait Nicolas publiquement et informerait l'évêque que le futur époux de sa nièce était un ecclésiastique imposteur. « Non, » dit Nicolas d'une voix rauque. « Non, il ne le ferait pas. » Claire se tourna alors vers lui, mais toute sa sévérité se mua pour la première fois en une douleur à vif. « Il l'aurait fait, tu ne l'as jamais compris. Tu croyais que l'orgueil s'arrêtait à la cruauté. Ce n'est pas le cas. » Audrey dit à voix basse. « Mon Dieu !» Claire laissa échapper un petit rire. « Tout à fait. » Une exclamation tout à fait appropriée pour le salon d'un ecclésiastique. Miss Marple ne dit rien.
Elle détenait désormais la vérité, ou presque, mais en de tels moments, il ne faut pas précipiter les choses. La vérité s'impose à elle comme la descente d'un escalier sombre, lentement, à tâtons, en cherchant la rampe. Il m'a fait venir à la gare, poursuivit Claire. Ou plutôt, il m'a laissé croire que j'avais choisi de le rencontrer. Julian avait déjà eu sa scène avec lui. J'ai vu Julian sortir, sauvage et misérable. Et j'ai cru un instant que j'allais être épargné. Mais mon oncle m'a simplement regardé et a dit « À ton tour, ma chère ». Nicolas ferma les yeux. « J'avais pris le bouquet », dit Claire. « Absurde, n'est-ce pas ? Mademoiselle Mowbray en avait laissé un sur la table. Je crois que c'était une façon de faire la paix, ou de me camoufler, ou tout simplement parce qu'on se sent bête d'aller mendier les mains vides. » Elle regarda le vase de roses sur la table de Miss Marple. « On ne considère pas les gens qui portent des fleurs comme dangereux. »« Non, » répondit Miss Marple. « Je me souviens de l'odeur, des giroflées blanches. J'ai toujours détesté les giroflées blanches. Elles me donnent mal à la tête. » Il l'a remarqué et a ri. Sa voix redevint très calme. Il m'a expliqué la situation. Il était presque aimable. C'était son odieux talent. Il pouvait faire passer la tyrannie pour une simple formalité. Il a dit que si je rompais immédiatement avec Nicolas, on prendrait soin d'Éléonore et on oublierait ce petit incident. Sinon, il poursuivrait la procédure. Il avait déjà rédigé les papiers ? L'inspecteur Slack a dit sèchement. Et ensuite, vous l'avez poignardé.